Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Alors pour moi, le métavers dans l'hôtellerie, ça viendra simplement enrichir en fait l'expérience du client et des collaborateurs. Et je vois pas du tout l'hôtellerie en opposition au métavers, alors qu'on pourrait penser l'inverse. À l'époque où Google Maps est sorti dans nos téléphones, je me rappelle, il y a des hôtels qui me disaient, mais les concierges, ils vont mourir. L'hôtellerie offre un terrain de jeu où il y a du service client. Et aujourd'hui, quand tu vas enlever ton masque, ton casque de réalité virtuelle, tu auras besoin de boire un coup, tu auras besoin de voir des gens, tu auras besoin de sociabiliser, tu auras besoin de manger. Et c'est là où je me dis que les hôtels ont une place incroyable en fait. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Avez-vous un CRM dans votre établissement? Si la réponse est non, alors vous allez adorer le sponsor qui m'accompagne. LoungeUp. C'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LoungeUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. No code, métavers, NFT, Web 3.0, des mots à la mode auxquels j'ai voulu m'intéresser et comprendre leur intérêt pour nos métiers. J'ai donc invité un expert. Alors accrochez-vous et entrez avec moi dans cet univers. Bonjour, Sébastien Félix. Bonjour Maxime. Sébastien, beaucoup de langage très compliqué. Toi, c'est ton sujet. Je vais commencer par le no-code. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est avec tes mots? Oui, bien sûr. Alors le no-code, c'est le fait de repenser complètement la manière de créer des choses dans le digital. En fait, on s'affranchit des traditionnelles lignes de code, ou presque, grâce à des interfaces qui permettent de faciliter le travail des utilisateurs. Donc, il faut voir la chose comme un moyen visuel de pouvoir créer des interfaces, de pouvoir créer à peu près ce que vous voulez. Le grand exemple que pas mal de gens connaissent en France, c'est Mailchimp, notamment les éditeurs comme Wix. D'accord, ok. Donc, en fait, ou si je comprends, alors moi, typiquement, j'utilise Mailchimp. Aujourd'hui, quand je me connecte, contrairement à avant où il aurait fallu que je sache coder des lignes très compliquées et passer des années à apprendre le code, là, j'ai juste à bouger des boutons, cliquer sur des cases et derrière, ça écrit les lignes de code sans même que je les vois. Exactement. Et alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises pas mal? Et si tu peux en profiter pour nous raconter un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Oui, alors la genèse part de mon profil. Moi, j'ai un background technique. Je suis pas issu de l'hôtellerie, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, avec mon premier job qui était chez Maison et Hôtel Sibuet, dans les Alpes françaises, où j'ai rejoint le groupe juste après mes études que j'avais faites, qui étaient plutôt orientées développement informatique, donc rien à voir. Les réseaux sociaux étaient même pas encore créés, donc je suis arrivé dans le groupe, j'ai créé les premières pages Facebook. Waouh! C'est pour dire. Et Tu veux nous mettre des dates qu'on situe un peu? ouh là! C'était 2010-2011 de D'accord, ouais. tête, ça a commencé. Finalement, on est qu'en 2022. Mmh. On a l'impression qu'il y a un Et siècle qui est passé en 10 ans quand on est dans la tech, je pense, hein. exactement.
Ouais, on va dire, on a la grosse révolution réseaux sociaux qui est à l'apogée maintenant, mais qui a commencé il y a une dizaine d'années, ouais. Et en fait, donc enfin, voilà, j'ai eu cette expérience-là. J'ai travaillé dans une agence parisienne, d'hôtellerie avant de créer Influence Society en 2016. Donc, on a 6 ans, on est dans notre sixième année. Influence Society a pour vocation d'accompagner des marques d'hospitalité 4 et 5 étoiles dans toute leur stratégie marketing et notamment digitale. Et pour faire le lien avec le no-code, en créant Influence Society, je m'étais promis de ne plus jamais faire de site internet pour les hôtels. Trop compliqué, trop subjectif, très compliqué comparé à d'autres choses. Donc du coup, je ne voulais pas. On s'est quand même finalement fait avoir et on s'est lancé, dans la création d'un outil qui nous permettait de créer des sites web. Comme la plupart des acteurs du marché, on a créé notre propre CMS. Donc un CMS, c'est l'outil qui permet de gérer le site web derrière. Hem, on l'a Et fait. non pas CRM. Là, je fais un petit lien avec un épisode que j'ai fait avec, Clémence Ferraud, où je veux lui parler de CRM et pendant 10 minutes, je lui parle de CMS. Je pense que parce que récemment, j'avais dû m'intéresser au CMS. Donc le CMS, c'est Content Management System, je crois? Exactement. OK. Donc le CMS, c'est ce qui est derrière, c'est la technologie qui sert à gérer, votre site web. Donc il y a plusieurs familles. Il y a la famille, on va dire des agences qui ont créé leur propre système. L'avantage, c'est qu'ils en maîtrisent la technologie. L'inconvénient, c'est que ça enferme le client dans l'agence en question, Mmh. dans la technologie en question, puisqu'on ne vous donnera jamais l'accès au code source. Il y a une deuxième famille, qui est plutôt, la famille que tout le monde connaît, WordPress notamment. Donc la famille des CMS open source. Il y a Joomla, WordPress, il y en a Ouais. des milliers, je pense, des centaines en tout cas sur le marché, avec des avantages et des inconvénients. Les avantages étant la flexibilité, du système, mais les inconvénients étant la maîtrise du back office qui est parfois lourde et Mmh. compliquée, avec un système de mise à jour où il faut quand même avoir des développeurs, on va dire, pour pouvoir, continuer à mettre à jour votre système. Et il y a une troisième famille, justement, le no-code, qui est arrivé depuis quelques années, en France, mais qui existe depuis, quasiment 10 ans aux États-Unis. OK. Et dont Webflow, en fait partie. En France, on connaît Wix notamment, mais Wix, c'est très limité. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait de site sur Wix. On a opté pour Webflow il y a 3 ans maintenant. Et donc pour la petite histoire, on est l'agence aujourd'hui ayant créé le plus grand nombre de sites web d'hôtels et de restaurants en Webflow. Donc on est partenaire même de Webflow, aux États-Unis, étant D'accord. donné qu'on maîtrise complètement leur technologie. D'accord. Et alors, pour parler à, un hôtelier qui n'y connaît rien, si on devait lui expliquer, qu'est-ce qui aujourd'hui ferait la différence entre choisir de travailler avec Webflow par rapport à un WordPress qui est le plus connu? Oui, alors on va dire il y a 3 points, si je suis bref. Le premièrement, c'est l'autonomie, heu, parce que même si on est là en tant qu'expert, notre objectif, c'est de vous rendre le plus autonome possible. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie appétence aussi des nouvelles générations sur le sujet. Donc c'est fini le temps où, tout doit passer nécessairement par votre agence. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Mmh. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de groupes qui viennent nous voir aujourd'hui, des groupes indépendants, qui ont des services marketing, des services digitaux, services e-commerce, qui ont un vrai besoin d'autonomie. Et d'ailleurs, le point, qui a permis, on va dire, d'une libéralisation de ce sujet, c'est le covid. Puisque pendant le covid, en fait, on a reçu justement beaucoup de personnes qui avaient besoin d'éditer leur site web quasiment nuit et jour, on sait pourquoi, avec ce qui est arrivé. Ouais. Donc du coup, il y a une sorte de prise de conscience: «Tiens, j'ai pas forcément l'autonomie dans dans l'outil que j'utilise». Heu, Deuxième point, il y a la rapidité, parce qu'aujourd'hui, on a gagné vraiment en rapidité, en efficacité, en agilité, on va dire, à tout point de vue. Avec une capacité, on peut très facilement créer des pages web en plus pour un site d'hôtel ou de restaurant, quasiment à la volée. Donc, c'est fini les cycles où il fallait, 3 mois pour faire un site ouais. web. Tu fais On une est capable. demande avec un cahier des charges et cetera, tu envoies à l'agence, il y a un aller-retour et la page sort après. Ouais, je vois. Ouais, exactement. Donc ça, on a réduit beaucoup, ce qui fait qu'on a une maintenance de notre côté, les clients qui restent en maintenance chez nous, on est capable de répondre à leurs demandes, pas en 24 heures, mais, on essaie de se promettre 48 heures pour la plupart des demandes, D'accord. Ah chose oui, qu'avant était quasiment impossible, pour le coup. ouais, en effet. Hem, En quoi est-ce que le marketing digital, aujourd'hui, toi, ce que tu proposes avec toutes ces nouvelles technologies, enfin,
on sous-entend un petit peu la puissance, mais en quoi est-ce que ça peut apporter à, l'hôtellerie et même puisque tu travailles avec l'hospitalité au sens large? Alors l'ex alors ça dépend, on prend le bout de quel côté. Ouais, Parce qu'on va dire prends-le du que, côté que tu préfères et puis je choisirai le mien après. je vais te prendre en plein milieu, vu que c'est un peu la synthèse des 2 mondes que nous on essaye de, en tout cas que j'ai essayé en créant France Society de rassembler. C'est de se dire, il y a un milieu entre le branding et le e-commerce. Aujourd'hui, je trouve, en créant Influence Society, je trouvais que le marché était trop séparé entre des acteurs qui savent parler image de marque, qui savent parler branding, qui créent des histoires, extraordinaires, mais qui ont aucune notion de ROI, et à l'inverse, tout un autre monde qui est très héroïste, Mmh, qui se rapproche justement du yield, du revenu, du ouais. e-commerce pur, où on veut du ROI, on fait toutes les actions en fonction du ROI. Mmh, Et j'ai envie de dire que la symbiose, c'est vraiment le milieu qui fait que ça fonctionne, ouais. en tout cas sur Je des marques comme lesquelles on accompagne. Normalement, En tout cas. j'ai une audience qui maîtrise ces sujets, mais ROI, donc c'est Return on Investment, retour sur investissement. Après tout ce qui est yield, revenu management, on en a déjà pas mal parlé, mais en effet, tout ce qui est optimisation de chiffre d'affaires, pour faire très simple, ouais. Et du coup, ce qui fonctionne et là où le digital a fait mouche et fait qu'on a les meilleurs résultats possibles, c'est qu'on essaye de penser aux 2 en même temps. Et c'est ce qu'on essaie de nous de faire au quotidien. C'est comment une action qui se veut très héroïste, finalement, elle a un impact positif sur l'image de marque, et comment une action qui est juste de l'image de marque, on arrive quand même à en driver du ROI. Et je trouve trop souvent que les sujets-là sont un peu, mis les uns contre les autres, et Mmh. c'est un peu à l'image de ce qui se passe dans les groupes hôteliers aujourd'hui. Il y a souvent des cloisons énormes. Alors c'est en train de disparaître, c'est en train de sauter, mais l'hôtellerie arrive un peu tard sur ces sujets-là, mais c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer. Souvent, c'est très, la communication parle pas vraiment revenus, le revenu parle pas trop, Ouais, c'est au vrai. e-commerce, et cetera, quoi. C'est en train de changer. Ouais, et alors, très concrètement, hem, moi, je suis hôtelier, disons hôtelier indépendant. Pourquoi pas, je crée mon hôtel et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Tu proposes quoi comme type de prestation? Enfin, encore une fois, pas juste ta société, mais qu'est-ce que là, le marketing digital, il va pouvoir apporter? Qu'est-ce que tu vas pouvoir, proposer qui va ensuite transformer l'expérience de nos clients? Faire le lien avec mon sujet pour le coup. Oui, alors, on va dire, moi, la spécialisation que j'ai, c'est plutôt sur l'acquisition. Mmh. Donc quand en fait les hôteliers, groupes hôteliers ou restaurants viennent nous voir, c'est vraiment dans cette logique de comment acquérir le maximum de business. D'ailleurs, je ne mets pas l'accent volontairement sur, acquérir plus de chiffre d'affaires en direct, parce que je trouve que l'industrie s'est un peu perdue à parler que de direct, et on en a oublié en fait tous les autres canaux, Ouais. à parler que de direct, alors qu'en soi, sur les marques de luxe et globalement l'hospitalité en général, il y a des vraies problématiques d'acquisition au sens large. Donc s'il faut parfois faire un choix où il y a peut-être, une commission, parfois plus importante, mais qui permettrait d'accéder à un marché qu'on ne pouvait pas accéder avant, bah, la logique, c'est comment faire de l'acquisition et acquérir ces nouveaux marchés-là. Nous, on essaye, enfin moi personnellement et Influence IT, on essaie toujours d'être dans cette logique où on prend le besoin business. C'est vraiment, c'est quoi l'objectif en fait, business de notre client, au-delà de dire, il me faut plus de business en direct. Ça, je pense que tout le monde a cette problématique-là, en fait, d'avoir plus de business en direct, Ouais, mais il y a des vraies logiques derrière. et Parfois, ça peut être augmenter l'image de marque de mon F&B, qui va ensuite me permettre, à mes clients américains d'être encore plus convaincus, et heu du coup, les journées sur des séjours plus longs. et alors puisque tu me lances là-dessus, je prends la balle au vol. Hem, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un hôtelier qui justement veut faire de l'acquisition, par le digital? Une stratégie ou peut-être quelques conseils facilement actionnables qui puissent lui permettre d'aller, chercher de nouveaux clients et pourquoi pas derrière, comme tu disais, augmenter son chiffre d'affaires, à terme? Oui, bien sûr. Premièrement, c'est d'avoir ça peut paraître bête, mais c'est d'avoir la main sur son site web. Ouais. Parce que je trouve aujourd'hui, les sites web des hôtels sont sous-exploités, et je fais toujours un rapprochement avec, Airbnb et tous ces géants. Non pas qu'on a les mêmes budgets, hein, que ces géants-là, mais si vous regardez Airbnb, leur page d'accueil, elle change quasiment tous les mois. Ouais. C'est-à-dire ils testent plein de choses, et trop souvent, j'entends en rendez-vous des hôteliers qui me disent: «Ah mais moi je prends un site web, je l'amortis sur 3 ans».
et je l'amortis sur 3 ans. Dans sa tête, je vais pas le toucher pendant 3 ans. Mmh. Et je trouve que c'est assez une erreur stratégique numéro un. Mais souvent parce que, vous faites le site web, vous l'avez payé, donc effectivement, il faut l'amortir. Financièrement parlant, il faut l'amortir. Mais par contre, si vos équipes, elles ont un outil agile, flexible, no code idéalement et elles ont la main, en fait, le site web devient un outil commercial, en fait. Et tous les jours, il pourrait y avoir des modifications Ouais. Comme par et exemple vous mettre, pouvez des photos à jour en fonction de la saison, des événements, ce genre de choses? exactement, plein de choses. Je prends un exemple simple sur les sites web, la page chambre est suite de, je pense, 90 des hôtels, en tout cas ceux qu'on screen, chez Influence Society, 90 des hôtels. Tu vas sur la page chambre et suite, c'est toujours la chambre la moins chère ou la plus petite en premier. Et en fait, si on réfléchit 2 minutes, ça n'a aucun sens, Ouais, marketingment parlant, c'est vrai. parce que peut-être que mon best-seller, c'est la chambre, c'est la suite junior, parce que mon hôtel vend des suites juniors. Donc pourquoi j'irais mettre ma chambre classique en 1er? Et ça, c'est un peu un réflexe, hein, qu'on a tous et que j'ai eu dans le passé, hein. Je dis pas que voilà, mais en fait, il faut toujours se poser ces questions-là. Qui est ma cible? À quel moment aussi dans la réservation je suis? Est-ce que j'ai pas du coup des choses à bouger sur mon site web? Ouais. La même chose est valable pour les séminaires, tout ce qui est business travel. On prend souvent un exemple, c'est, la page de consultation des salles de réunion d'un hôtel. En vrai, sur un mobile, sur un téléphone portable, je ne pense pas qu'une assistante de direction, elle réserve son séminaire, depuis son téléphone portable. Donc ça veut dire que quand elle est sur son téléphone portable, peut-être dans le métro, elle est peut-être en recherche d'autre chose. Donc on essaie aussi de réfléchir à comment mon parcours client, il est Ouais. différent en fonction des devices. Donc ça, c'est sur la partie web et après mon autre conseil, c'est sur l'acquisition, parce que, bah, là, on est en fin de période budgétaire, encore qu'il y a peut-être des budgets qui n'ont pas été encore validés, mais bien se poser la question, les budgets que j'attribue à Google, à Facebook, au Meta Search et cetera, ils répondent à quel objectif finalement? Parce que souvent, on voit beaucoup de budget qui est attribué, sur la fin du tunnel de vente, au lieu de le mettre un peu plus au milieu ou voire même en amont. Je m'explique, on parle beaucoup du Meta Search, d'ailleurs nous, on conseille aussi, les hôtels là-dessus, mais le Meta Search finalement ça arrive quasiment à la fin. Le Meta Search ça permet pas de trouver de nouveaux hôtels. Très, très peu. OK. Beaucoup moins qu'on le pense. En 2 mots, le meta search? MetaSearch, c'est, bah, je prends l'exemple de Google qui est le plus connu, mais quand vous tapez un nom d'hôtel sur Google, vous savez, vous avez une fiche à droite et vous avez les tarifs qui s'affichent Ouais. directement dans Google. Vous pouvez cliquer, aller sur le moteur de réservation. Ça, vous l'avez aussi sur Google Maps et après vous pouvez afficher vos tarifs sur des comparateurs de prix, bah, comme TripAdvisor pour le plus connu. Ouais, ouais, ouais. Vous savez, vous allez sur la fiche d'un hôtel TripAdvisor et tu vas avoir les tarifs de l'hôtel en comparaison, Booking et cetera. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu arrives à cette étape-là, finalement, il y a déjà plein de gens, qui t'ont vu avant, en fait. Donc nous, on essaie de dire, essayez aussi de travailler plus l'amont. C'est un peu comme, si on compare avec les agences RP. Souvent, on se dit: «Les agences RP, tu le fais pas pour avoir un ROI». Sinon, je pense que toutes les marques un peu connues dans le monde, elles feraient pas de RP, en fait, hein. Ouais. Parce que si tu attends un ROI sur un média, qui va écrire sur toi, c'est quand même assez compliqué et je pense que c'est pas le but, en fait, c'est pas le bon objectif. Par contre, les marques le font pour une image de marque et cetera Mmh. et donc je pense qu'il faut vraiment avoir, réfléchir quand tu as ton budget annuel, si je suis hôtelier, à où je le répartis et est-ce que je le déséquilibre pas, en fait? Parce que si je mets tout à la fin, il y aura pas plus de gens sur mon site, typiquement. Donc on essaye vraiment, surtout en post-covid, on voit qu'il y a eu un vrai effet, parmi les voyageurs, où les gens ont une vraie appétence à aller sur les sites aussi, pour chercher plus d'informations que sur Booking et cetera. Il faut vraiment se dire comment j'arrive à les capter en amont et les réseaux sociaux, on est un gros levier d'ailleurs. Voilà. Complètement. OK, ça, c'est des bons conseils. Tu veux en envoyer un dernier avant que je t'emmène sur un autre sujet ou pas? Heu, alors pas c'est pas un sujet où on a directement la main, mais soigner votre e-réputation. Ouais. Ça peut paraître, je pense que tu as déjà eu des podcasts sur le sujet, Une fois, mais j'avais parlé avec, Didier Arnoux, de Coach Hotel sur ce sujet et c'est pour ça que je te parlais des photos. Lui, il nous parlait ouais, notamment de prendre un vrai photographe professionnel. Il vaut mieux en effet mettre un budget sur des photos et moi j'ajouterais à ça, aussi des cas que j'ai pu voir quand on fait un shooting photo, on fait pas 10 photos, mais on en fait, une centaine ou plusieurs et ça permet ouais, après en effet de changer régulièrement ses photos, quitte à ce que, sur l'année, je change avec, 3 ou 4 fois les mêmes photos de chaque chambre et que je les remette. C'est pas besoin qu'à chaque fois ce soit une nouvelle, mais en tout cas qu'il y ait un peu une saisonnalité.
Et j'en parlais avec un hôtelier, je lui donnais ce conseil l'autre fois, voilà, on arrive en automne ou en hiver, mettre des photos de plein été, c'est pas forcément très cohérent. Donc il y avait Ouais, complètement. tout ce travail-là et non, c'était assez intéressant. Bah, je ramène vers cet épisode, sur la partie, e-réputation et je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, ouais, un conseil, c'est plutôt dans vos budgets, ne vous dites pas: «J'ai pas le budget pour créer du contenu, donc je continue à le mettre là où je le mettais». Moi, je suis plutôt partisan de dire: «Bah, cette année, je réduis mon budget sur d'autres canaux, je crée du contenu et l'année prochaine, je vais être encore plus fort et je vais pouvoir, casser les compteurs aussi». Parce que je pense qu'il y a un vrai, Ouais, vrai, vrai plafond de verre. Je le vois avec les marques avec lesquelles on travaille, qui sont plutôt haut de gamme et qui ont un peu cette culture et cette sensibilité-là. Il faut du contenu, en fait, et aujourd'hui internet, c'est un réseau de contenu avant d'être autre chose au final. Tu en es ouais. bien le bon exemple pour le coup. Mmh, ouais, et alors j'essaie de, un petit peu vulgariser parce que autant sur Hospitality Insiders, on parle souvent technique, hôtellerie, mais je sais pas si mon audience est très sensible au sujet, marketing. Alors moi, pour le coup, c'est vrai que je le suis, comme tu dis, à l'instant avec Hospitality Insiders, mais quand tu parles contenu, tu penses à quoi? Encore une fois, prenons l'exemple d'un hôtelier, indépendant. C'est quoi le contenu pour lui? Alors il y a 2 facettes, il y a son contenu propre, c'est-à-dire l'image de sa marque que lui crée. Donc là, ça va être les traditionnels shooting photo, vidéo, qui ensuite vont être redistribués sur son site web, ses réseaux sociaux, son moteur de réservation, ses outils. Ça, c'est, on va dire, le contenu le plus Hein, basique. Il y a ensuite le contenu que j'appelle un peu élargi, c'est-à-dire tous les contenus qui font vivre ta marque, mais qui sont pas forcément, là où les gens t'attendent. Ce que j'ai envie de dire, c'est, on travaille de plus en plus avec des marques d'hôtels qui réfléchissent à comment je fais exister ma marque sur d'autres supports. Typiquement des playlists Spotify. ouais, super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, bah, bon, on va parler de métavers, mais par sur le métavers, les Ouais, NFT qui existent à travers des NFT. Vous pouvez essayer de réfléchir en termes de contenu, qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Ensuite, le super. 3e levier, c'est le contenu des utilisateurs. Donc le fameux, UGC, User Generated Content, donc le contenu généré par les utilisateurs. Donc là, c'est tout ce que les personnes, vos clients, prennent en photo chez vous, sur les réseaux sociaux, vous taguent, et tout ce contenu-là, en général, ça représente une bibliothèque assez massive et souvent Ouais. sous-exploitée aussi. Complètement. Le nombre de fois où je vais dans des hôtels, alors je suis pas un grand utilisateur d'Instagram, mais j'essaie toujours de faire une story ou un réel, tu vois, où je tag l'hôtel et c'est assez rare que ce soit repartagé, tu vois? Alors que c'est du contenu qui est finalement public, qui appartient aussi à l'hôtel et ils pourraient tellement faire quelque chose aussi, garder les meilleures stories, les meilleurs, réels et utiliser la force de ce réseau un peu pour donner leur crédibilité et tu parles de réseaux sociaux. Moi, il y en a un dont on entend beaucoup parler en ce moment. Je voulais quand même ton avis, je profite de ton expertise. C'est TikTok. Qu'est-ce que tu penses de l'usage, d'un TikTok pour un hôtelier? Alors, hem, la réponse est nuancée parce que, j'ai envie de dire, ça dépend, qu'est-ce que fait l'hôtelier aujourd'hui sur les réseaux classiques? Parce que souvent, enfin trop souvent, on voit des hôteliers où, heu, on va dire, ils ont pas passé le niveau de base déjà sur Instagram, Facebook. Moi, je veillerais Ouais, déjà à faire du travail de qualité sur ces réseaux-là avant d'aller mmh, plus loin. Par contre, travailler les ce qu'on bases. voit à travers des marques un peu établies, en fait, c'est important d'y aller, pour une raison assez simple, c'est que, si jamais ça continue de grandir, les hôtels vont se retrouver dans le même cas que quand Instagram a grandi. C'est-à-dire, on a encore des hôtels, ils nous disent: «Ah mais j'arriverai jamais à avoir 10 000 followers sur Instagram». Souvent, c'est parce Ouais, qu'ils sont arrivés tard, hein, dans l'équation. Donc il y a une ouais, donc le marché est déjà très pris et plus tu avances, plus c'est dur de performer par rapport aux algorithmes et cetera et cetera. exactement. Donc je suis Ouais, assez tranché parce que d'un côté, oui, y aller, si tu y vas, il faut y aller avec du contenu de qualité. Donc si tu as pas de contenu de qualité déjà sur Instagram, n'y va pas en fait, parce que ça servira pas à mmh, grand chose. Par contre, pour les marques qui font déjà un travail incroyable, et il y en a plein, hein, des hôteliers qui font du travail incroyable sur les réseaux sociaux traditionnels, je pense que ça vaut le coup d'y aller pour parader le coche. Quitte à ce que, ouais, dans 1 an, votre compte aura grossi, vous allez peut-être être moins fiers de vos premières vidéos, vous pourrez toujours les archiver. Voilà. Et il y a un autre complètement. sujet, aussi en termes de ce qu'on me demande souvent: «Oui, mais qu'est-ce que je dis sur Twitter? Qu'est-ce que je dis sur TikTok? Qu'est-ce que je fais, en fait, Sur en termes de TikTok, contenu?» C'est vrai que TikTok,
privilégie plutôt les vidéos où il y a des gens, en fait. Si vous faites une visite avec votre téléphone de votre hôtel, ça va pas très bien marcher. Donc moi là-dessus, je trouve, j'ai toujours un super exemple en tête. Il y a un hôtel à Bora Bora, le GM, c'est lui qui pilote le compte TikTok de l'hôtel. Mais en tant que GM OK. et en fait, j'ai vu une interview de lui, je dois retrouver le nom là, je l'ai plus en tête. Il expliquait TikTok, il l'utilise pour le recrutement. En fait, on sait que l'enjeu numéro un en ce moment, c'est le recrutement Super. et en gros, il essaye de démocratiser l'art de vivre et l'hospitalité, tous les codes en fait dans un hôtel 5 étoiles, aux jeunes, en passant par TikTok et l'hôtel, je sais plus, ils ont déjà 30 000 abonnés, sur TikTok. C'est juste Dingue. incroyable et je trouve ça hyper malin de se dire: «TikTok peut être utilisé, sur quelque chose que tu aurais peut-être pas pensé, en fait». Et Ouais. voilà. Je valide complètement. Il y a 2 sujets là-dedans, où je te rejoins. Alors le premier, en plus de ce que tu dis, moi ce que je conseille souvent, c'est à l'hôtelier, soyez là où vos clients sont. Donc, en effet, si dans votre audience, dans vos visiteurs clients, il y a des utilisateurs TikTok potentiels, ça a un intérêt et là, appliquer, tes conseils qui est de publier aussi les bons contenus et parler les bons codes et ce côté-là aussi, on parle d'acquisition client, je trouve qu'on parle pas assez de d'acquisition, candidat, où la tendance est complètement inversée. Maintenant, c'est plus, les candidats qui toquent aux portes, de l'employeur, c'est à l'employeur d'aller les chercher et un réseau social comme TikTok, qui touche toutes les nouvelles générations qui sortent d'école. C'est un moyen formidable d'aller les chercher. Donc je pensais pas qu'on parlerait recrutement avec toi aujourd'hui, mais c'est le meilleur conseil recrutement qu'on m'ait donné depuis longtemps. Je l'ai pas précisé au début, mais j'ai parlé que d'acquisition, mais c'est une de nos problématiques qu'on rencontre, en fait, chez nos clients. On a de plus en plus des stratégies d'acquisition pour le recrutement. Donc en ça, depuis le covid, on a aussi changé de rôle, parce qu'on les aide à recruter, à faire des campagnes de pub aussi. Ouais, ouais, complètement. OK, on va faire un grand écart. Tout à l'heure, tu as utilisé d'autres mots-clés. Tu as parlé de NFT, tu as parlé de métavers. Je te laisse avec ça. Tu pars dans le sens que tu veux sur, ou des définitions ou des explications, et aussi nous dire pourquoi est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises bien. Ça va mal La parole est à toi. ça va mal finir, Maxime. Heu, je sais pas lequel des 2 est le plus simple, alors je vais commencer par un. On va dire, métavers. D'ailleurs, on a une déformation de langage parce qu'on dit toujours «le métavers», alors qu'en vrai, il y a des Ouais, métavers au pluriel. Je sais ouais, pas d'ailleurs pourquoi on a pris ce truc-là. C'est vrai que maintenant, c'est un peu monnaie courante de dire, on parle «le métavers», «du métavers», mais OK. il y a plusieurs métavers. Donc déjà, peut-être pour les moins initiés, donc métavers, en fait, c'est de la contraction de méta et d'univers, donc qui donne l'objet, des pluri-univers, si on peut dire. Et l'origine, en fait, du mot, il a été, aperçu la première fois dans un roman de science-fiction, qui s'appelait Snow Crash, en anglais, Snow Crash, Samouraï virtuel. Mmh. Il a été traduit en Samouraï virtuel. C'est un livre qui date de 1992, heu et c'était Neil Stephenson, je crois, le c'est lui D'accord. qui a vraiment mis ce mot-là dans ce livre-là. C'est aussi lui qui a inventé le mot avatar. Donc le mot avatar, il est apparu à peu près au même moment. En fait, c'est un OK. univers Il était déjà très très en avance ce monsieur. exactement. C'est ce côté, monde dystopique, cyberpunk aussi on parle et en gros, c'est de se dire on peut notre propre avatar peut être retrouvé dans un monde en fait virtuel. Donc un métavers, c'est simplement un monde virtuel et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tendances qui commencent à se mélanger parce qu'on parle de Web3, de NFT, de lunettes de virtualité virtuelle. Il y a un peu tout ça, Ouais. qui est derrière tout ça. Donc il faut se dire que c'est juste un monde virtuel et après il peut y avoir des mondes virtuels parce qu'aujourd'hui, la société qui trust la place là-dessus, c'est Meta, donc anciennement Facebook qui a été renommé en Meta, fin 2021. Justement pour se positionner là-dessus. Mmh. Exactement et faut se dire qu'aujourd'hui, Meta, ex-Facebook, possède 80 du marché du métavers et en fait, leur objectif, parce qu'on en parle pas mal en ce moment, tout le monde a l'impression qu'ils sont en train de dégringoler complètement. Leur objectif, c'était de maîtriser l'aspect logiciel. Parce que le métavers, il y a potentiellement un casque et il y a potentiellement le monde virtuel. Donc c'est vrai que quand on parle beaucoup de méta en ce moment et qui ont mis beaucoup d'argent, en jeu, ils essayent de contrôler les 2. Un peu comme Apple a réussi très bien à avoir le hardware
le software, bah, Meta, en fait, Facebook essaye de faire la même chose. D'accord, ouais. Donc Meta n'est pas mort et on pourrait le voir, décoller sur ce sujet-là. C'est vrai que quand on regarde de l'extérieur, quelqu'un qui s'y intéresse pas, on a l'impression Ouais, que Meta/Facebook, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est déserté par les utilisateurs. Mais en effet, je pense qu'en interne, il y a un très gros virage, ouais. qui a été fait, de ce côté-là. Mais sans digresser sur, Meta, parle-nous plutôt du ou des métaverses. Bah, du coup, bah, si on l'applique à l'hôtellerie peut-être parce que sinon ça va. C'était la Ouais. question, que j'avais derrière, c'est comment est-ce que hôtellerie et même plus largement hospitalité, tourisme peut utiliser, les métaverses? Quel va être l'intérêt pour nos activités? Oui. Alors pour moi, le métavers dans l'hôtellerie, ça viendra simplement enrichir en fait l'expérience du client et des collaborateurs aussi. Parce que souvent on ne parle pas des collaborateurs comme tu l'as dit juste avant. Pour moi, ça va enrichir le client et le collaborateur et je vois pas du tout l'hôtellerie en opposition au métavers, alors qu'on pourrait penser l'inverse, pour pas mal de raisons. Heu, il y a un de mes exemples que je cite parfois, à l'époque où Google Maps est sorti dans nos téléphones, je me rappelle, il y a des hôtels qui me disaient: «Mais, les concierges, ils vont mourir». Je pense que ce n'est pas le Ouais, cas, ouais, hein. Ils sont toujours là, les concierges, et ils ont jamais eu un rôle aussi bien au important. contraire. Mmh. Donc pour moi, la comparaison avec le métavers, c'est exactement à l'époque de Google Maps, c'est exactement pareil. On a D'accord, toujours ouais. besoin des concierges, on a juste poussé le curseur encore plus loin. D si je rentre dans des exemples peut-être plus concrets, heu, alors il y en a plusieurs. Il y a premièrement, avant même que le client arrive dans l'hôtel, je pense qu'il va y avoir un vrai impact sur la découverte de l'hôtel avant d'y arriver, et pas que de l'hôtel, mais de la destination. Aujourd'hui, je sais pas si toi tu as un casque, par exemple, de réalité virtuelle, mais il y a des Mmh mh. applications comme Google Earth, donc le Google Maps version, planète, 3D. Ouais. Bah, en fait, tu mets ton casque sur la tête et tu peux, en un instant, explorer, Google Maps, Google Earth en 3D, te promener et cetera, et ça, pour découvrir des destinations, c'est assez incroyable, pour le coup. Heu, Ça aura un petit rôle d'influence. Je dis pas que tout le monde voudra ça, mais c'est comme Ouais, aujourd'hui, quand tu tapes un hôtel sur Google, tu as quand même des photos tout de suite qui sortent sur Google, parfois des visites 3D. Tout le monde l'utilise pas, tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Je pense que les métavers, il va y avoir des gens qui vont le consommer comme ça. Ensuite, il y a tout ouais, ce qui est, absolument. business travel, donc les salles de réunion, typiquement. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la notion de travail qui a quand même globalement changé, avec des équipes parfois en remote, moitié office, moitié à la maison, moitié, en déplacement. Bah, en fait, les casques de réalité virtuelle et demain des métavers, on pourra se connecter dans un bureau virtuel à peu près d'où on veut, et donc ça, les hôtels vont pas disparaître. Faut plutôt imaginer que, peut-être tu as un petit hôtel, au cœur de Paris, tu as une salle, tout en bas de 9 m² sans lumière. Aujourd'hui, tu peux rien en faire, parce qu'elle n'est pas très sexy pour en faire une salle de sport ou en faire une salle de réunion. C'est sûr. Ça peut être un pont vers une salle de réunion 3D. Donc par exemple, dans cette salle-là, Mmh. tu mets un casque à disposition à tes voyageurs, ils prendront le casque et ils pourront se connecter à un bureau 3D, beaucoup plus grand que la Ouais. pièce dans laquelle. Faire leur réunion et puis c'est complètement insonorisé, ils sont dans un autre monde et cetera. Exactement. Je crois beaucoup à D'accord. ça pour le business. Ça remplacera Ouais. jamais les réunions, et je veux pas que ça soit remplacé de toute façon. Par Non. contre, l'hôtellerie offre un terrain de jeu où il y a du service client, et aujourd'hui, bah, quand tu vas enlever ton masque, ton casque de réalité virtuelle, tu auras besoin de boire un coup, tu auras besoin de voir des gens, tu auras besoin de sociabiliser, tu auras besoin de manger, et c'est là où je me dis que les hôtels ont une place incroyable, en fait, pour venir enrichir l'expérience que tu vas avoir autour, Mmh. parce que tu n'auras pas envie d'enlever ton casque et d'être tout seul chez toi. C'est tout le sujet, autour des hôtels lieux de vie, les côtés, coworking, co-living ou l'hôtelier et particulièrement depuis le covid, il a compris, il commence à comprendre en tout cas qu'il peut plus juste être un endroit pour dormir, mais il faut qu'il soit avant tout un endroit pour se réunir et heu et je suis d'accord avec ce que tu dis en filigrane qui est qu'en fait le digital, il remplace pas l'humain, au contraire, il vient transformer, l'expérience, il vient encore pousser le curseur, pour reprendre ton expression, encore plus loin sur ce qu'on peut faire, mais c'est pas humain ou digital, c'est, humain plus digital et égale un peu une nouvelle expérience, égale,
expérientiel, même dans un établissement comme un hôtel. Ouais, totalement. Donc Heu, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre le prisme du métavers pour essayer de trouver les solutions, de demain et dans l'hôtellerie et pas parce que parfois il y a quand même un raccourci, où on oppose les 2 alors que pour moi ça vient pas du tout opposer les 2. Les 2 vont ouais, non, c'est plutôt certain. bien ensemble, en fait. Il y a un autre exemple, c'est sur l'entertainment des clients. Typiquement le loisir, une fois qu'ils sont dans l'hôtel, je cite souvent un exemple, quand j'en parle, c'est Netflix. Aujourd'hui, quand tu as un casque, Meta, même le plus bas de gamme du marché, Netflix ont une application et en fait, au lieu de regarder Netflix sur ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur, tu peux mettre un casque sur la tête et te projeter et te loader, te charger en fait à l'intérieur d'un monde virtuel où tu te trouves dans une salle de cinéma. Ça commence à apparaître un peu quand tu prends des vols long courriers, il y a certaines compagnies aériennes qui commencent à proposer des casques parce que c'est D'accord, beaucoup ouais. plus immersif et Ouais, c'est un bon cas d'usage ça, ouais hein. et ça, je Mmh. me dis, il y a un truc hyper intéressant à faire pour les marques, d'hospitality parce que finalement, le client, il rentre chez lui, il met Netflix, je sais pas, il sera en déplacement, il pourra peut-être avoir un environnement 3D, qui sera brandé, au niveau de la marque d'hôtel. Moi, je suis fan de Haman, par exemple, j'ai peut-être une salle, de cinéma Haman, dans Netflix, métavers. Je pense qu'on va D'accord. avoir lieu à des croisements sympas entre vraiment une approche, marque slash format, support et ça va permettre, bah, d'étendre l'image de marque des hôtels, en fait. Et on va essayer de se poser la question: Ouais, «Comment mon lieu physique, il va rester dans la mémoire des gens?» et si on prend le meilleur exemple, je trouve, c'est le Ritz à Paris, qui est quand même une légende. Il y a peut enfin, le Ritz ouais. a il y a des milliers de façons d'exister, en fait, pour le coup. Demain, on pourra en faire un jeu vidéo, où tu as un jeu vidéo, dans le Ritz, ça pourrait marcher. En fait, tu pourrais revivre la légende de cette manière-là. Ouais, complètement. Voilà À travers les siècles dans le Ritz, et c'est ouais, ça. pourquoi pas. Il y a une idée. Et là, il y a une idée. Amis, amis éditeurs de jeux, si vous nous écoutez, C'est ça. n'hésitez pas à saisir, cette idée-là. On pousse un peu encore, plus loin, après le ou les métavers. Hem, Qu'en est-il des NFT? Et encore une fois, quel usage pour nos métiers surtout? Ouais, alors déjà, peut-être pour définir un NFT, Mmh. si tu sais ce que c'est? Alors moi, je sais ce que c'est, c'est les tokens non fongibles. Tu expliqueras beaucoup mieux que moi, mais je le me ce que je trouve intéressant de mon point de vue non expert, c'est justement le côté, non copiable, inviolable, où je vois beaucoup d'intérêt là-dedans. Et on parlera peut-être pas de blockchain en plus aujourd'hui, mais je referai, je pense, un épisode que pour ça, parce que là, pour le coup, pour des questions de solutions de paiement et autres, je pense qu'il y a aussi d'autres sujets. Ouais, Mais je te renvoie vers le NFT. Vas-y. complètement. Donc oui, comme tu disais, en fait, c'est un token, un jeton en français, unique qui permet de garantir la propriété, en fait, la propriété privée de quelque chose de numérique. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème du numérique par rapport au monde physique, c'est qu'on n'arrivait pas à garantir une certaine propriété. Il y a des copyrights, hein, qui existent depuis toujours, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire Ouais, aujourd'hui, je peux copier-coller à peu près n'importe quoi et j'ai le droit de le faire et personne n'arrivera à garantir ça. Donc tout à fait. c'est un peu à l'image de Ou j'ai pas le droit de le faire, mais de toute façon, personne ne peut le prouver. exactement. Donc là, c'est un moyen simple, qui permet de remonter, on va dire, à la source suprême et de garantir, la propriété privée d'un bien, numérique et donc ça peut avoir des milliers et des milliers d'utilisations. Heu, L'utilisation que moi je trouve le plus intéressante, au-delà de l'hôtellerie, c'est, dans l'éducation. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'universités. Je crois à Harvard vont s'y mettre là, j'ai vu un article passé récemment pour certifier numériquement un diplôme. Un diplôme Heu, d'une école ou d'une grande école ou demain d'une formation en ligne, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple de falsifier, des formations, des diplômes et cetera et il y a de plus en plus d'écoles, bah, qui, font un NFT, final, qui permettent d'authentifier en fait que tu as bien le diplôme et que c'est unique. ouais. Et est-ce que, par exemple, ça me vient pendant que tu donnes cet exemple-là, est-ce que je pourrais, penser à créer mon programme de fidélité, moi, groupe hôtelier en NFT, et au lieu de passer, gold, platinum comme on retrouve dans les grands programmes,
gagner un certain nombre de NFT et quand je gagne des NFT, bah, j'ai un badge, j'ai de plus en plus d'avantages à dépenser, dans le groupe. Alors oui, ouais, totalement. Je pense d'ailleurs l'étape numéro 1, ça va déjà de passer la réservation dans un NFT. Parce que finalement Ouais, aujourd'hui, les compagnies aériennes, ils réfléchissent, mais quand tu achètes un billet d'avion, tu as souvent un QR code aujourd'hui, finalement et tu scannes en fait ouais, ton QR code au moment de monter dans l'avion. Sauf que derrière, c'est pas un NFT, c'est pas la même technologie derrière. Donc personne ne peut aller vérifier que à part la compagnie aérienne. Donc je pense qu'il y a une première étape, c'est qu'on va passer à un moment donné où il y aura des NFT, qui valideront les transactions et la deuxième étape effectivement, c'est les programmes de fidélité. Alors moi, j'ai quelques exemples déjà aux États-Unis qui commencent à le faire, des groupes hôteliers, notamment un mmh, groupe qui s'appelle Hollywood Hotel que j'avais rencontré, quelques mois cette année, avec qui j'en avais d'accord. parlé. Il y a 2-3 groupes qui ont suivi depuis. Heu, ça récemment et en gros, Hollywood Hotel, tu pouvais acheter un NFT sur leur site web. Donc le NFT, ça s'achète avec une crypto-monnaie. En l'occurrence, ils utilisaient l'Ethereum. Tu pouvais acheter un NFT dans l'hôtel Ethereum et les D'accord, détenteurs du NFT, quand tu venais dans l'hôtel en physique, en réel, en fait, tu avais des avantages que personne d'autre pouvait, accéder. Et ils ont super. lancé ça l'année dernière avec, genre, par exemple, il y a une salle de sport que personne connaît. Il y a une salle de sport privée. Donc même les clients de l'hôtel, ils vont à la salle de Que sport, mais il y a une autre salle de sport, que pour les du utilisateurs, NFT. de Ouais NFT. Oh! et alors Hollywood, marketing différent, Ouais positionnement et puis voilà, positionnement différent avec potentiel de clientèle, utilisateur. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui dans une autre ville ça puisse fonctionner, pas tout de suite en tout cas. exactement, mais en attendant, ça fait parler de soi, donc ça permet aussi de faire des RP un peu gratuitement. Parce que vous êtes le C'est premier à vrai. sortir ça, bah, vous êtes à peu près sûr d'avoir des retombées médias gratuitement, hein, vu que personne ne le fait. Donc ça Mmh. peut être une stratégie Ouais. d'influence derrière, aussi. S'il y a des hôteliers novateurs, dans l'audience, dans les insiders, il y a quelques idées à prendre aujourd'hui. Avec toi Sébastien, on envoie des conseils originaux en tout cas. Je suis trop content de de pouvoir, explorer ce sujet. Je l'ai encore, jamais fait, mais peut-être qu'avec toi, il y aura un 2e épisode une autre fois pour, aller un peu plus loin. Je pense que là, ceux qui nous écoutent encore ont soit mal à la tête, soit ils sont pendus à tes lèvres, mais dans tous les cas, faut pas trop en donner d'un coup. Donc on va arrêter sur les métaverses. Je voudrais, élargir et revenir sur Sébastien, sur toi. Hem, un peu de début de carrière. Si aujourd'hui tu pouvais voyager dans le temps, à travers, un jeu, pourquoi pas, mais dans la réalité, et que tu revenais au moment que tu souhaitais, pourquoi pas au début de ta carrière ou à un autre moment, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Hem, ça serait je me suis posé longtemps la question, mais ça devient de plus en plus clair avec le temps, c'est d'être je pense j'aurais essayé d'aller plus vite. Dans le sens parce que je vais déjà pas mal vite au quotidien, mais dans le Ouais. sens, j'avais toujours voulu créer une start-up, une société à l'époque et j'avais pris quand même quelques années avant de me lancer et depuis que je me suis mis sur cette trajectoire-là, pas mal de choses se sont décuplées, j'ai trouvé plus de sens, justement à l'expérience de mes clients en Heu, moi et des fois je me dis: J'aurais dû y aller plus tôt», parce que finalement ouais. ça c'est en sautant qu'on voit tout le reste et tu beau me dire que c'est une Complètement. préparation, ça l'est, hein, de pas sauter et devenir entrepreneur tout de suite. Il y a une forme de préparation, mais finalement, le meilleur moyen, c'est d'essayer de le faire. Et ça, maintenant, j'en suis vraiment convaincu, donc Je voilà. suis d'accord là-dessus. Tu développes des compétences, à travers l'entrepreneuriat que tu développes, nulle part ailleurs et en fait d'être confronté face à soi-même, ça oblige à aller chercher des ressources, C'est ça. qu'on n'irait pas rechercher ailleurs, ouais. Ouais, Je me suis souvent fait cette réflexion et à la fois les 10 ou 15 ans de carrière que tu peux avoir avant, ils viennent aussi te solidifier et tu aurais peut-être, eu les jambes qui tremblent, si tu l'avais fait, tu vois, 10 ans plus tôt, et que tu avais pas pris un petit peu de jalon. ouais, on saura jamais. Mmh. On ne saura jamais, absolument, mais c'est l'intérêt aussi de de cette ouverture-là. Est-ce que, à l'image de tout ce dont on a parlé ou tout autre sujet, tu as une recommandation de lecture? Alors, je vais taper fort, Je suis très curieux, je suis pendu à tes lèvres là. suspense dans le prochain épisode. Non. Mon livre favori, pas du moment parce qu'il est sorti il y a 1 ou 2 ans, c'est Homo Deus, Ouais, de Yuval Noah Harari.
Ouais. Donc d'ailleurs, Yuval Noah Harari, regardez aussi des vidéos YouTube. Il a notamment C'est lui qui a fait Sapiens, hein, de exactement, donc il y mémoire. a Homo sapiens, Ouais, qui était le livre d'avant, et il y a Homo Deus. ouais. Et en fait, Homo Deus, ça revient en fait sur, il essaye de pousser au maximum le monde d'aujourd'hui, si on le pousse au maximum et que, toute notre mythologie, autour des dieux, de tout ça, qu'est-ce que ça devient si la technologie, elle prend le dessus? Qu'est-ce qui se passe si Google, commence à avoir, plus de préférence à nous connaître mieux politiquement que nous-mêmes? Si ton Apple Watch, elle te connaît mieux toi-même? Qu'est-ce qui se passe si on pousse tout ça au maximum? Donc hyper intéressant et la conclusion, elle fait tourner la tête. Ah, c'est génial. C'est Renaud Azéma, que j'avais interviewé ici, qui est le dirigeant de Vatel île Maurice, qui m'avait parlé de ce livre justement. Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant que tu parles avec Renaud. Il faudrait que je me mette en relation Bien. parce que lui, ça s'intéresse beaucoup au digital et à l'éducation. Donc là aussi, je pense qu'il y a quelques sujets. Mais on en parle post-épisode. Carrément. Est-ce que tu as également une citation favorite? Oui, celle de, Antoine de Saint-Exupéry, dont je suis assez fan, c'est: «Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible». À méditer. Donc c On vous laisse avec ça. c'est ça. Bonsoir. Sébastien, après toi, sur, Hospitality Insiders, pour nous parler, de tous, ces sujets, soit spécifiques à ton domaine, soit plus largement sur l'excellence de service. Qui est-ce que tu aimerais voir invité? Alors j'ai 2 choix, j'en ai pas un. Je suis désolé. Très bien, je prends. En hôtelier, dont j'aimerais vraiment un jour entendre dans un podcast. Alors ça serait anglophone pour le coup, il est pas français, mais ça serait, Adrian Zeka, qui est le fondateur de Aman, du groupe Aman. Ah oui. Bon, il a revendu le groupe depuis, mais Mmh. je le trouve hyper intéressant dans l'approche, bon, il y a toute la culture asiatique, il vient de Singapour, autour de ça, mais D'accord. hyper intéressant, quand on voit le groupe Aman, l'énergie que ça a Mmh. réussi à dont ça émane, je pense Ouais. que ça serait intéressant d'avoir ces insights sur, sa vision de l'hôtellerie, pour le coup. C'est Et après en interlocuteur plutôt digital, je trouverais ça hyper intéressant d'avoir, par exemple, le fondateur de Decentraland. Decentraland, c'est un métavers qui a été créé à Paris, qui est français, et le CEO parle pas mal de plein de sujets. Ça serait intéressant de le challenger lui, comment il voit l'hôtellerie de l'autre côté. Heu, Parce que souvent, c'est des hôteliers, des gens de l'hôtellerie qui parlent de ça. Alors que je pense que c'est vrai. le la révolution, à mon avis, va venir de quelqu'un qui viendra pas du tout de ce secteur-là. Comme à peu près tout ce qu'on a vécu, les 10 dernières années. Je pense qu'il faut aller chercher des gens externes et qui nous disent, vous, pour vous, c'est quoi l'hôtellerie, en fait? Ah, c'est super intéressant, ouais, de sortir un peu des codes et OK, je note. L'un pour, la version anglophone, de je ne sais quelle saison de d'Hospitality Insiders. J'arrive déjà pas à faire tous les épisodes francophones que je souhaite, mais j'aimerais bien développer Des le devoirs de vacances. l'anglais, pourquoi pas. Ah, c'est ça. Et des Centraland, également. Et cette fois-ci, si on veut, continuer cette conversation auprès de toi, heu, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors moi, je suis, depuis très longtemps sur Twitter, 15 ans, je crois. Mmh. 10 ou 11 ans. Ouais, Et LinkedIn. En vrai, c'est LinkedIn et Twitter. et LinkedIn. Parfait. J'ai beaucoup de LinkedIniens dans l'audience. Avant de terminer, j'aimerais qu'on fasse, mon petit jeu du moment, qui est, le jeu d'un mot-clé, contre un bénéfice. S'il y en a encore qui nous écoutent à ce moment-là, j'aimerais qu'on leur donne un mot-clé de ton choix, qu'ils mettraient, dans un commentaire sur Apple Podcasts, puisque moi ce que je cherche, c'est ce qu'on mette un maximum de notes et de commentaires sur, Hospitality Insider sur Apple Podcasts, qui me permet de remonter dans les classements et d'avoir un peu de visibilité. Et contre ce mot-clé, tu offriras, aux personnes qui mettraient le mot-clé, l'avantage de ton choix. Qu'est-ce que tu proposes? Le mot-clé, simplement, ça va être Influence Society. Ça, on va pas OK, perdre l'audience et très bien. en échange, enfin, j'offrirai plutôt de mon temps, à savoir, 15 minutes ou 30 minutes selon les personnes, en tout cas selon les besoins, pour échanger de votre stratégie,
marketing, avoir des insights de manière totalement, Génial. Donc c'est voilà. moment conseil, privilégié avec, Sébastien Félix. Quelle chance. Et si jamais, parce que ça m'est déjà arrivé sur Apple Podcast, vous écrivez sous un pseudo et ensuite évidemment vous m'envoyez, l'imprimé écran sur LinkedIn ou le réseau de votre choix et je vous mets en lien direct avec, Sébastien Félix. Sébastien, c'est le moment de terminer cet entretien qui était, passionnant de mon côté et du coup, je voudrais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos auditeurs, à nos insiders, quel serait-il? Alors c'est lié à moi, ma philosophie au global, comment j'appréhende toujours la technologie, parce que je baigne dedans depuis une grosse dizaine d'années maintenant et c'est aussi, enfin, c'est mon profil à la base et je dis toujours, j'adore l'hôtellerie et c'est pour ça que j'en suis jamais sorti. Parce que je trouve que l'hôtellerie, c'est plein de facettes qu'on ne se rend pas compte au quotidien entre l'excellence de service, toute l'orchestration comme une pièce d'opéra, de tout ce qui se passe. C'est vraiment fascinant à voir et moi, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. En tout cas, la contribution que j'ai, à l'hôtellerie, c'est celle-là, en me disant que ça crée plein de moments incroyables, chez les gens et du coup, moi, dans ma philosophie sur la technologie et c'est le message que j'essaie toujours de faire passer aux gens que je rencontre, c'est, penser toujours que la technologie, de toute façon, elle est neutre. Il y a ni positif ni négatif. Comme le métavers, ça sert à rien de se dire, «Ça va me faire disparaître». Il y a que ceux qui veulent vous faire disparaître qui vous feront disparaître. Ça sera pas la technologie toute seule. Donc j'essaie toujours de me dire: «Intéressez-vous au sujet le plus tôt en amont», même si ça vous paraît même si vous voyez aucun lien, en fait, avec votre sujet à vous. Parce qu'à un moment donné, votre cerveau, il va connecter 2 points que peu de gens, peut-être autour de vous, vont connecter. Et c'est ces 2 points-là, quand ils seront connectés avec l'avance que vous allez avoir, qui fera que vous allez être sur quelque chose de nouveau ou en tout cas, vous allez d'un seul coup comprendre à peu près tout ce que vous avez emmagasiné de connaissances pendant les dernières semaines ou parfois mois ou parfois années. Je trouve que c'est juste ça le comment il faut philosopher avec la technologie. Personne ne sait ce qui va se passer, hein, et moi non plus et voilà. Mais ayez un grain d'avance en vous intéressant et en laissant ouverte votre, curiosité. Magnifique, manière de terminer. Techno plus philo, on adore. Sébastien, merci beaucoup d'être, venu faire un tour sur, Hospitality Insiders. On te souhaite, tout le meilleur à toi et à Influence Society et comme toujours, on suivra ça de très près. Merci Maxime. À bientôt. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.